Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30. Voilà, donc on va commencer par les titres comme d'habitude. Une participation, celle du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à un sommet G5 Banque africaine de développement sur l'énergie. C'était ce soir à Ouagadougou. Un soulagement, celui des populations d'Ajouer, après donc les conclusions sur la maladie apparue récemment là-bas. Et après la visite d'une délégation ministérielle. Des financements se reçus par une douzaine de femmes, des lauréates de la compétition des produits phares de la région du projet SWED. Voilà pour les titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 13 septembre 2019. 21h30 que nous commençons à Ouagadougou, la capitale du Burkina. Ouagadougou qui va abriter demain un sommet extraordinaire de la CEDEAO, mais à la veille de ce sommet, le président de la République a assisté ce soir là-bas dans la capitale burkinabé. Ça doit être un élément sonore, ce n'est pas un off. S'il vous plaît, c'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Ould Cheikh Ebeid, revu et présenté en français par Mohamed Lamine Bekkar. Au service du développement économique et social des États du Sahel, axe cette rencontre sur l'initiative du Sahara à l'énergie dans le dessein d'exploiter les potentialités solaires dans la zone du Sahel, du Sénégal à l'Éthiopie, afin de faciliter l'accès à l'électricité à près de 250 millions de personnes. L'initiative vise par ailleurs à permettre aux États du Sahel de disposer de l'électricité à travers l'énergie solaire, permettant ainsi à 250 millions d'Africains de bénéficier de cette source. Selon les statistiques de la Banque africaine de développement, partenaire du G5 Sahel dans la réalisation de ce projet, plus de 65% de la population du Sahel est privée d'électricité. Voilà donc pour ce sommet G5 Banque africaine de développement, c'était ce soir, donc en présence du président de la République. C'était un sommet consacré à l'énergie et qui a regroupé autour du président de la République ses homologues du Burkina, du Tchad, du Mali et du Niger et bien entendu des représentants de la Banque africaine de développement. Le président de la République est donc arrivé ce matin à Ouagadougou, la capitale du Burkina. On doit voir les images, les voilà. Ça, c'est l'aéroport de Ouagadougou ce matin à l'arrivée du président de la République. On voit ici le président burkinabé qui s'achemine vers l'avion présidentiel au bas de la passerelle. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'abord des fleurs, symbole de l'hospitalité burkinabé, l'accolade entre le président de la République et son homologue burkinabé. Vous savez que le président de la République doit participer demain à un sommet extraordinaire. Ici, les deux chefs d'État écoutent l'hymne national africain. On doit l'écouter. Ça, c'était l'hymne de l'Union africaine, donc joué ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou, à l'occasion de l'arrivée du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui salue ici les membres du gouvernement burkinabé venus l'accueillir. Il y avait aussi le secrétaire permanent du G5 Sahel. Il faut dire que c'est le premier sommet auquel les chefs de l'État participent depuis son élection à la présidence de la République.
Et sur ce cérémonial d'accueil, j'en profite pour signaler la délégation qui accompagne le président de la République au cours de ce voyage ouagalais, à savoir une délégation qui comprend 2 ministres, celui de la Défense nationale, celui du pétrole, de l'énergie et des mines. Il y a également les directeurs des cabinets du président de la République, un conseiller, un chargé des missions à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Ici, le président burkinabé salue à son tour la délégation mauritanienne et ici d'autres personnalités que les 2 présidents saluent. Tout cela, c'était ce matin et bien entendu les 2 présidents, vous le savez, vont participer demain à un sommet extraordinaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un sommet consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les 2 présidents ici au salon d'honneur de l'aéroport pour un premier entretien, des échanges, d'abord un tête-à-tête, puis certainement les délégations. Oui, voilà, les délégations sont là. La délégation qui accompagne le chef de l'État et celle qui accompagne le président burkinabé. Voilà donc pour l'accueil réservé ce matin au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Ici, ce sont les images du départ du président de la République ce matin de l'aéroport international Oumoussi de Nouakchott, où il a été salué par le Premier ministre, M. Ismaël Ould Cheikh Sidiya, et par d'autres membres du gouvernement ainsi que d'autres hautes personnalités de l'État. Et c'est le départ. Tout cela, c'était ce matin donc, le départ à destination de Ouagadougou, la capitale du Burkina, où le président de la République doit assister demain à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président de la République qui a pris part ce soir à un autre sommet plus restreint. Maintenant, ça c'est un sommet organisé par les G5 et par la Banque africaine de développement, un sommet donc réservé, consacré à l'énergie. Voilà donc pour cette actualité présidentielle. On va revenir maintenant sur le Conseil des ministres qui s'est réuni hier, et un conseil qui a été, comme les autres, suivi par les commentaires, par les ministres qui ont commenté les travaux du Conseil des ministres. 7 ministres étaient à la manœuvre devant la presse pour cela. Alors, le résumé de cette conférence animée par ces 7 ministres avec Rabia Dida. Durant le dernier Conseil des ministres, le gouvernement a étudié plusieurs communications qui ont englobé les secteurs de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, des pêches et de l'économie maritime, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, du commerce et du tourisme, en plus de 2 communications sur la situation internationale et intérieure. Commentant les résultats du Conseil des ministres du 12 septembre 2019, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Adama Bokar Sonko, a indiqué qu'il a présenté devant le Conseil des ministres une communication conjointe avec le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle relative à l'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 le 7 octobre 2019. Il a souligné que la communication présente un exposé détaillé sur la situation de l'enseignement quant aux ressources humaines, sur la mise en place d'un système de gouvernance capable de réaliser des résultats tangibles avec les ressources disponibles et traite de points urgents comme la formation des enseignants en vue de renforcer leurs capacités, de l'amélioration des conditions du monde de l'enseignement et du niveau des élèves, en plus de la coordination avec les conseils régionaux et les communes pour l'élaboration d'une cartographie scolaire pertinente. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Mel'anin Eyi, il a précisé que le jour d'ouverture scolaire sera une journée d'enseignement afin d'éviter la perte de temps qui
accompagne habituellement l'ouverture scolaire, indiquant que la communication élabore une stratégie basée sur l'affectation de tous les moyens disponibles en vue de créer les meilleures conditions pour les études en réhabilitant les écoles et en mettant à la disposition des élèves et des enseignants les livres et les équipements nécessaires. Pour sa part, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nanou Lechrora, il a abordé la communication conjointe avec le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Équipement et des Transports et le ministère des Finances, qui porte sur le lancement des activités du port de Tanit après la visite qu'ils ont effectuée au niveau de ce port. L'objectif de cette communication, ajoute-t-il, est de proposer des mesures pour encourager les promoteurs d'une manière générale et relever le niveau des performances du port et accélérer son activité en prenant un certain nombre de mesures permettant d'activer ces prestations, dont la mise en place d'un comité ministériel chargé de trouver les mécanismes à même de stimuler les promoteurs à investir dans le port en y créant des industries appropriées. En ce qui concerne le ministre du Commerce et du Tourisme, Mahmoud Sid Ahmed, il a précisé que la communication portant sur le développement du tourisme en Mauritanie donne une idée générale sur le secteur et présente des solutions qui contribuent à son progrès et vise à rassurer les acteurs, surtout que nous sommes à la veille de l'ouverture de la saison touristique en Adrar qui commence au mois d'octobre et se poursuit jusqu'en avril. Il a fait remarquer que le gouvernement s'attelle à diversifier l'économie nationale et le tourisme constitue un secteur qui contribue à résorber le chômage, à favoriser les revenus directs pour les citoyens sans compter l'amélioration de l'image du pays en général. S'agissant de la communication ayant trait à la concurrence et à la protection du consommateur, le ministre a noté que l'arsenal juridique de défense du consommateur sera renforcé pour que le citoyen soit protégé contre les dangers liés au commerce, en plus de l'action visant à stimuler la concurrence dans les marchés, car celle-ci joue un rôle positif dans la diversification de l'offre de marchandises, de leur qualité, de l'équilibre des prix et de l'approvisionnement du marché. Quant à la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadija Cherbouka, elle a signé avoir présenté une communication conjointe avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation portant sur le parachèvement du programme de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott. Elle a ajouté que ce programme vise fondamentalement à garantir l'accès des familles à la propriété foncière dans le cadre d'opérations de restructuration et d'accueil des habitants déplacés dans des zones aménagées disposant d'infrastructures et de services de base. La ministre a déclaré que la communication vise à présenter un bilan des opérations de restructuration des quartiers déterminer les obstacles qui entravent le parachèvement de l'opération et proposer des mesures efficientes à cette fin d'ici décembre prochain. De son côté, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid Ahmed, il a indiqué avoir présenté devant le Conseil des ministres une communication sur la stratégie du gouvernement en matière d'emploi pour la période 2019-2024. Notant que les années écoulées ont connu des accumulations au niveau de la situation du chômage et que le diagnostic fait par le département a montré des taux importants de chômeurs, en particulier au sein de la frange des jeunes du monde rural, de jeunes filles et des diplômés chômeurs qui sont estimés chaque année, suivant les données, entre 50 et 60 000. Il a conclu en disant qu'il y a une adéquation entre les compétences et les diplômes. Aussi, des dispositions urgentes seront prises à cet effet, dont l'amélioration des capacités du partenariat avec le secteur privé afin d'absorber le plus grand nombre de chômeurs, notant que l'action sera centrée sur la réalisation d'un grand projet pour l'emploi des jeunes dont l'âge se situe entre 19 et 35 ans et dont le pourcentage, selon des statistiques, a atteint le chiffre de 271 000 chômeurs. Voilà pour le résumé de cette conférence de presse animée par 7 ministres pour commenter le Conseil des ministres. Autre Conseil des ministres, mais cette fois le Conseil de la Ligue arabe qui vient de se tenir au Caire, la capitale égyptienne, un conseil qui a donc félicité la Mauritanie. Pourquoi ces félicitations? C'est ce qui ressort du communiqué publié par ce conseil, communiqué dont je vous donne le teneur. Le Conseil des États de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, réuni dans sa 152e session, adresse ses félicitations pour la République islamique de Mauritanie, direction gouvernement et peuple pour le succès et la transparence des élections présidentielles qui ont permis une alternance pacifique et démocratique au pouvoir, des élections couronnées par l'accession du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la tête de l'État de la République islamique de Mauritanie, suite au premier tour des élections organisées le 22 juin 2019. Tout en rendant hommage au climat de compétition qui a marqué ces élections, le Conseil ministériel arabe affirme son appui et son soutien à la Mauritanie sœur dans ses efforts visant à la réalisation du développement de la sécurité et de la prospérité. Il faut dire qu'à ce Conseil, la Mauritanie était représentée
par l'ambassadeur en Égypte, représentant permanent auprès de la Ligue arabe. Merci de suivre le GTF de Mauritanie à la suite du journal avec cette visite d'une délégation ministérielle dans la localité d'Ajouer, cette localité qui a vu apparaître ces dernières journées une mystérieuse maladie, et cette maladie a fait l'objet donc du déplacement de cette délégation ministérielle qui comprend le ministre de la Santé et sa collègue de l'hydraulique et de l'assainissement. Et après les inquiétudes, apparemment, l'air est au soulagement d'Alifal. Le calme s'installe enfin dans la localité d'Ajouer après les conclusions selon lesquelles l'eau potable n'est pas contaminée et ne présente aucun risque pour les populations. L'autre bonne nouvelle est que l'état de santé des personnes déclarées malades s'est nettement amélioré. Sur le terrain, le ministre de la Santé, Dr Nadirou Oulhamid, et la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Tmouknas, se sont rendus chez les parents des patients pour leur signifier que l'État est à leur côté et qu'il ne ménagera aucun effort pour endiguer cette maladie qui s'est déclarée dans la localité d'Ajouer. La délégation ministérielle s'est dirigée au centre de santé pour entendre des explications avancées par le médecin-chef sur les symptômes de cette maladie et les premiers soins qui lui sont apportés. La délégation s'est également dirigée vers les réseaux de distribution d'eau pour voir le circuit emprunté par celle-ci et les mécanismes de son transport. Le maire de la localité a expliqué que cette maladie s'est déclarée d'une manière inattendue, mais que les autorités locales et nationales ont pris toutes les mesures nécessaires pour y faire face. Il a déclaré que la présence sur les lieux de cette délégation ministérielle est une preuve supplémentaire de la proximité entre les autorités nationales et le peuple. Au cours d'une rencontre organisée la veille avec les populations, la délégation avait placé la visite dans son contexte. C'est ainsi que le ministre de la Santé a souligné que les analyses opérées si les patients ne prêtaient pas à l'inquiétude. De son côté, la ministre de l'Hydraulique est revenue sur la nécessité de disponibiliser aux populations de la localité une eau potable et de trouver une solution au problème de l'eau dans la localité. Après cette visite, les populations se sont senties rassurées. Voilà donc pour cette visite ministérielle à Ajouer à la suite de l'apparition de cette maladie. Une délégation ministérielle donc qui était là-bas, le ministre de la Santé et sa collègue de l'hydraulique et de l'assainissement. Nous restons toujours dans le domaine de la santé puisque les médicaments posent un problème, surtout que le ministre de la Santé, au cours de ses différentes visites dans les infrastructures sanitaires, dans ses déclarations, il a toujours insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait des médicaments donc de qualité et non des médicaments faux ou périmés. Et de ces médicaments faux et périmés, une grande quantité a été incinérée aujourd'hui. C'était donc dans le sud de Nouakchott, précisément au kilomètre 22 de la route Nouakchott-Rosso et d'Alifal. Le feu ravage ses produits et la fumée épaisse qu'il dégage ne semble guère gêner les autorités sécuritaires et administratives qui voient là un résultat probant de leur travail. Elles ont débarrassé les citoyens mauritaniens d'importantes quantités de produits nuisibles pour leur santé. Il s'agit essentiellement de médicaments qui n'ont de médicaments que le nom. C'est plutôt un poison emballé dans des emballages de médicaments. Selon le Dr Hamoud Boulfadel, directeur des pharmacies et laboratoires, cette commission dans laquelle sont représentés tous les services concernés a pu ainsi débarrasser les pharmacies des médicaments dangereux dont la date de préemption est largement dépassée. Les mesures prises pour mettre fin à ces pratiques commencent à porter leurs fruits, a-t-il dit. Désormais, tous les médicaments qui rentrent sur le territoire national doivent passer par le port autonome ou l'aéroport Oumoussi. Ces produits ont été débarqués et insérés en 2 temps. C'est ainsi que la deuxième partie est débarquée après l'incinération de la première. Toujours selon le directeur des pharmacies laboratoires, ces médicaments sont plutôt un poison dangereux pour la santé et désormais aucune exception n'est tolérée. En attendant, les flammes s'occupent de débarrasser les citoyens des dangereux produits. Voilà donc pour l'incinération de ces quantités de médicaments faux et périmés. C'était aujourd'hui au kilomètre 22 sur la route Nouakchott-Rosso.
Voilà, après le santé, après la santé, le social et l'économique, bien entendu, avec ces lauréates qui ont été récompensés aujourd'hui par des financements. C'était au cours d'une cérémonie organisée aujourd'hui à Nouakchott par le MASEF et le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, une cérémonie présidée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Et c'est un compte rendu de Mamadou Gueye. 12 femmes lauréates de la compétition des produits phares de régions de l'Assaba, de Guidimaka et de Dahod, couvertes par le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, à avoir reçu des financements pour concrétiser leur projet. Ce programme, qui cible des femmes et filles déscolarisées ou non scolarisées, piloté par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, couvre la facilitation de l'accès aux ressources et leur contrôle, le renforcement des capacités techniques et productives des femmes et des filles sur l'entrepreneuriat, la transformation et la commercialisation et enfin le renforcement de l'autonomie et des compétences personnelles. Pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, l'État n'entend plus assister au confinement des femmes et des filles dans une économie de subsistance, mais par une dynamique de changement de comportement par rapport au leadership. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est l'une des priorités du projet de société du président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et dans les politiques et programmes de développement conduits par Son Excellence Ismaïl Ould Bedah Ould Cheikh Sidia. Donc, politique et programme ont comme objectif l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que leur pleine participation à la vie publique. Nous saluons l'engagement du projet de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que des dividendes démographiques qui visent de manière spécifique à améliorer le niveau de l'autonomisation des femmes et des adolescentes, permettre aux femmes et aux filles d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive et maternelle de qualité dans 4 régions du pays, généraliser le partage de connaissances et des qualités tout en renforçant la coordination régionale. Mon département est totalement solidaire de cet engagement et c'est ici l'occasion de confirmer notre volonté de travailler étroitement avec le projet SWED pour réaliser les objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier sur la thématique autonomisation économique des femmes et des filles. Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir pour impliquer davantage de femmes dans le processus d'autonomisation, de conception, de prise de décision en matière d'organisation et d'appui à la promotion des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à l'emploi des femmes et des filles. Nous comptons poursuivre ces objectifs si nobles, notamment dans le cadre de notre stratégie nationale de promotion féminine et du genre. Cette stratégie est à même nous permettre d'arriver à une égalité substantielle concernant l'exercice effectif des droits civils, politiques, économiques, sociaux, mais culturels aussi. Après avoir évoqué l'aboutissement de longs processus marqués par l'analyse du potentiel économique et des chaînes de valeur dans les 4 régions ciblées dont sont issues les lauréates, Zeynab Aïdara de l'UFPA a défini l'objectif du projet SWED et ses sous-composantes. Comme vous le savez, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, a pour objectif spécifique d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en particulier. Dans ce cadre, la sous-composante autonomisation des femmes et des filles déscolarisées ou non scolarisées, pilotée et mise en œuvre par le MASEF, vise les domaines suivants: la facilitation de l'accès aux ressources et leur contrôle, le renforcement des capacités techniques et productives des femmes et des filles sur l'entrepreneuriat, la transformation et la commercialisation et le renforcement de l'autonomisation et des compétences personnelles. Au terme de la cérémonie, un sentiment de satisfaction a été observé auprès des acteurs et bénéficiaires du programme.
Je suis la gérante de Cybernano et la formatrice des jeunes filles de Kifa. Nous faisons là-bas une informatique pour les bureautiques. On donne les états-stations pour que les filles trouvent une occasion de travail entre les banques avec les ONG, et les pharmacies et les trucs comme ça. Voilà donc pour cette cérémonie de remise de financement à des lauréates donc, qui ont gagné la compétition donc, du projet SWED dans les régions où intervient ce projet. On reste toujours dans le domaine technologique puisqu'aujourd'hui c'est la journée africaine de technologie et de la propriété intellectuelle. Et pour commémorer cette journée, un atelier a été organisé par le ministère de l'économie et de l'industrie, atelier dont le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de ce département. Et c'est un compte-rendu d'Abdoulaye Demba qui nous dit d'abord sous quel thème cette journée a été organisée. Propriété intellectuelle et changement climatique, tel est le thème au menu de cette journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Elle a été marquée par la présentation d'exposés et de conférences sur la relation entre la propriété intellectuelle et les droits de l'homme et entre les droits de la propriété intellectuelle et les droits voisins. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ould Ahmed Aïdé, a précisé que le département de l'économie et de l'industrie attend de cet atelier de jeter la lumière sur un sujet qui ne se limite plus à un seul domaine, à savoir la protection et la production littéraire. Il a ensuite mis en avant la relation entre la technologie et la propriété intellectuelle qui, dit-il, joue un grand rôle dans la vie humaine et constitue un pilier économique important. Durant cette rencontre, un exposé a aussi été présenté sur l'impact du changement climatique. Voilà pour donc cet atelier. Autre atelier également toujours dans le cadre de la journée de la propriété intellectuelle. Atelier cette fois organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Atelier donc de sensibilisation sur les droits d'auteur. Et c'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. Comment protéger les innovateurs et les créateurs face au plagiat et à l'utilisation non autorisée de leurs œuvres? En d'autres termes, comment protéger la propriété intellectuelle? C'est cette problématique qui est au centre des travaux de l'atelier. Selon la législation, le droit d'auteur comprend un droit moral incessible. Une œuvre appartient toujours à son créateur et ne peut être modifiée sans son accord. Il comprend aussi un droit patrimonial qui donne la capacité à son créateur d'autoriser l'utilisation de son œuvre en contrepartie d'une rémunération ou de l'interdire. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmed Baoul Sidi Ahmed, a indiqué que le département attend de cet atelier de jeter la lumière sur un sujet qui ne se limite plus à un seul domaine donné, à savoir la protection de la production littéraire, devenue la pierre angulaire de tous les aspects de la vie humaine et un pilier économique d'une importance particulière. Et les droits voisins dans tout ça, toujours selon la législation, les droits voisins sont des droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes afin de protéger leurs prestations. Ainsi, le conseiller chargé du patrimoine, coordinateur de la cellule de la protection des droits d'auteur et des droits voisins au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed El-Mokhtar Ould Sidi Ahmed, a indiqué que la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur est nécessaire, eu égard aux droits qui en sont liés moralement et matériellement. En somme, la Mauritanie est forte d'une longue tradition d'innovateurs et de créateurs, mais ils ont souvent du mal à valoriser ce potentiel. Voilà. Je vous propose maintenant un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire au Hod el-Gharbi, à Nassaba, au Tagran et à Nadrar. On va commencer notre première étape, c'est d'abord le Hod el-Gharbi avec ce tournoi de tir à la cible, c'est la compétition, c'est le tournoi de l'hivernage.
Et il a choisi donc là-bas la capitale de cette wilaya pour démarrer ce tournoi compte rendu d'Arabie Adida. C'est dans ce paysage magnifique que les férus de tir à la cible se sont donné rendez-vous à Ayoun, capitale du Hawd al-Qarbi. Cette compétition de tir à la cible, organisée annuellement par l'Union mauritanienne de tir à la cible durant la période de l'hivernage, a connu la participation de 48 équipes. C'est par ces tirs que la compétition d'hivernage de tir à la cible a été lancée. À cette occasion, le wali du Hawd al-Qarbi, Diallo Omar Amadou, a mis en exergue que ce sport est une tradition qui contribue au développement du tourisme. Il a ajouté que cette manifestation contribue à former les générations, à promouvoir le savoir et l'expertise des adeptes de ce sport, qui permet à ses participants de se réunir pour promouvoir cette activité qui fait partie de notre patrimoine culturel. De son côté, le président de l'Union mauritanienne de tir à la cible, Khatri Ouledje, a insisté sur l'importance de ce sport qui fait partie de notre patrimoine culturel arabe. Plus de 100 clubs et 1000 tireurs à la cible contribuent à chaque compétition à booster l'économie des villes qui abritent ces compétitions. Le maire d'Ayoun, Diaoudji, a pour sa part souhaité la bienvenue aux participants à cette édition de l'hivernage de tir à la cible qui durera 4 jours. Voilà, le tir à la cible, tournoi donc de l'hivernage qui a démarré à Ayoun, la capitale de Hawd al-Qarbi. Le Hawd al-Qarbi fait partie des wilayas qui ont été arrosés ces dernières 24 heures. Quels sont les autres wilayas et les hauteurs des pluies? Eh bien, on va les suivre. Voilà pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Eh bien, on va se rendre maintenant à Nassaba, où notre envoyé spécial qui se trouve là-bas, Saïd El-Habaï, va recueillir les témoignages de plusieurs citoyens de cette wilaya pour parler des problèmes qui se posent, des problèmes qui ont pour nom le manque d'infrastructures de base. Et ce compte rendu est revu et présenté en français par Rabi Adida. Ici, dans la localité d'Al-Ghaïra, entre 4h et 5h, les habitants attendent d'avoir de l'eau, alors qu'on peut éviter cela, affirme cet homme. Nous avons 2 sondages, dont l'eau est salée. Nous sommes obligés, nous confie cet homme, d'acheter un fût à 600 ouguiyas. Il faut nous régler le problème de l'eau. Quant à cette femme, elle demande à avoir une aide financière pour sa coopération et une bonne prise en charge au niveau de l'hôpital, pour avoir à éviter de se rendre à l'étranger. Quant à cet homme, il nous confie que les prix sont en train de flamber. Le riz est cher. Il ajoute que les boutiques ML n'ont aucun impact. Nous avons un problème d'emploi et de santé, affirme celui-ci. Les médecins ne font pas leur travail correctement. Ici, à Guérou, nous confie ce jeune, nous avons besoin de pouvoir faire notre bac sans avoir à aller à Kifa. Quant à cet homme, il affirme que les problèmes de la wilaya de la Saba se résument à celui de l'eau, de l'urbanisation, de la pauvreté et de l'emploi. La localité de Fam Khderat a un manque en eau et en électricité. Nous avons soif, conclut-il.
Voilà, des citoyens, donc des habitants de la Saba, qui souffrent de plusieurs problèmes selon eux, et les mêmes problèmes se posent également d'une certaine manière dans la wilaya du Tegan, particulièrement à Tijikja, comme l'a constaté un autre envoyé spécial de Mauritanie, à savoir Mohamed Abdelrahman, et dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Bokar Baïleba. Nous sommes à Tijikja, le chef-lieu de la wilaya du Tagant. Ici, les maisons bâties superbement avec des pierres locales invitent à l'authenticité. Cependant, la ville souffre d'un manque criant d'eau et d'autres services de base. Et ce sont les habitants de la ville qui l'expriment ouvertement. Pour cet homme, la ville de Tijikja a besoin grandement de s'ouvrir sur d'autres cités à travers la réalisation des routes et surtout l'eau qui se fait beaucoup désirer ici. Cet homme abonde dans le même sens que le précédent, sauf qu'il demande au pouvoir public d'installer un grand nombre de structures de santé et d'entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire. Pour ces deux femmes, il existe peu d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Elles affirment aussi que le manque criant d'eau à Tijikja est un handicap majeur pour plusieurs activités économiques et sociales. Adossée à de belles oasis et disposant d'innombrables oueds, la ville de Tijikja aspire désormais à prendre son décollage à travers la mise en œuvre des services de base. D'ailleurs, ces hommes estiment que la rareté de l'eau hypothèque tout projet à vocation économique et sociale à long terme. Selon eux, il va falloir remédier à cette situation qui devient préoccupante. Du côté des services municipaux, là aussi, on met en avant les efforts déployés ces derniers temps pour répondre aux besoins sans cesse croissants des habitants en termes de services de base. Après la Saba et le Tagan, notre dernière étape dans ce voyage à l'intérieur du pays, mais également dernière étape de ce journal, c'est l'Adrar. Les mêmes problèmes certainement se posent également là-bas, mais au moins il y a un problème qui commence à être résolu, à savoir la commercialisation de la date, et ceci grâce à la Société mauritanienne des dates. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial là-bas, Mohamed Oulbididi, dont le compte-rendu est pris en français par Abdullah Demeba. La wilaya de l'Adrar est connue pour ses palmiers dattiers. Ces palmiers font partie du décor et sont visibles un peu partout. Afin d'exploiter ce patrimoine, la STM, Société Toumour Mauritanie, a été mise en place. Cette entreprise commercialise plusieurs variétés et diversités de dattes bien de chez nous. Cet agriculteur a exprimé sa satisfaction concernant le fonctionnement de cette entreprise. C'est une société nationale qui achète, dit-il, les dattes que nous cultivons. Auparavant, dit cet autre agriculteur, on ne savait pas qu'il était possible de commercialiser les dattes et de tirer profit de cette activité. Avant, dit-il, on se contentait juste de la consommation de ce produit durant certains événements. Cette société de commercialisation dispose d'une usine d'emballage des dattes d'une capacité annuelle estimée à 500 tonnes. En plus, la STM a en son sein des chambres de congélation des dattes fraîches. Sidna Woulsid Mohamed, directeur de la STM, a précisé que l'objectif de cette entreprise est de valoriser ces richesses, ensuite mettre les dattes sur le marché local à la disposition des consommateurs. Cette société, dit-il, emploie 75 personnes. La STM constitue une entreprise exploitant ces richesses du terroir basée à Attar. Elle contribue à l'essor économique de ces localités, ce au grand bonheur des agriculteurs qui se frottent ainsi les mains et envisagent les lendemains sous de meilleurs auspices. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui a participé ce soir à Ouagadougou, la capitale du Burkina, à un sommet G5, Banque africaine de développement, sommet consacré à l'énergie. Et puis ici, c'est cette visite du ministre de la Santé et de sa collègue de l'hydraulique et de l'assainissement dans la localité d'Ajouer à la suite de l'apparition de cette mystérieuse maladie. Et apparemment, c'est le soulagement.
Et ici, c'est cette cérémonie organisée par le MASEF et le FINGAP pour récompenser 12 lauréats. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 12 septembre 2019 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. À Sokotoro, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote de 2,18 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Balabouri, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 4,96 m à l'échelle. La tendance est à la hausse.